Salut à tous, merci d'être avec nous pour le podcast Basket, le dernier de l'année 2010. Nous sommes le mardi 28 décembre et une fois de plus, bien entouré. Benoît Peters de l'ADH, Duke Chamba, ex-futur basketteur professionnel. Et puis la présence aujourd'hui d'Eric Strulens. Nous en profitons bien sûr pour vous souhaiter de meilleurs vœux et anticiper sur une bonne année. Et pour cette dernière émission, on va s'essayer au fameux top 3, les 3 événements les plus marquants. On a rassemblé 10 événements de l'année 2010 liés au basket belge et chacun va faire son choix pour choisir 3 événements majeurs. Alors, on va quand même vous présenter les 10 événements. Benoît, je te cède la parole. Alors, la sélection de l'équipe de ce podcast. Alors, on a retracé ça par ordre chronologique pour ne pas vendre la mèche. Benoît. Voilà, exactement. Donc, le numéro 1, ce sera la faillite de Bré, à laquelle notre ami Duke Chamba a participé. Juste après le passage de Duke Chamba, hein, je ne veux pas tout de suite tirer le plan sur la comète, mais quand même. Donc Bré qui avait l'ambition de monter en D1, et qui n'existe plus. En 2, nous avons la victoire en Coupe de Belgique des Ostendais, sous les ordres de Jean-Marc Jomain. En 3, la règle des 5 joueurs sur la feuille de match, donc qui a été mise à l'ordre du jour par la Ligue durant l'année. En 4, nous avons Jurgen van Merbeek, coach de l'année décrié. Alors en 5, nous avons la première place de Liège en saison régulière l'année passée, qui a étonné plus d'une personne. En 6, le 2e titre consécutif de Didier Mbenga avec les Lakers. En numéro 7, la belle performance des filles de moins de 17 ans au championnat du monde sous les ordres de Daniel Goethals. Alors en 8, évidemment, les Lions qui se sont qualifiés pour l'Euro. En 9, l'épisode 1 de Spirou Real Madrid. Et alors le dernier choix, qui concerne également les Spirou, c'était le match juste après celui du Real, à Anvers, et la fameuse bagarre et les sanctions qui s'en sont suivies. Voilà. Donc voilà les 10 points pour jouer franc jeu quand même avec les personnes qui ont le courage de nous regarder et voire de simplement nous écouter. On s'est concerté pour les 10 points, mais on a fait un top 3 vraiment personnel. À tout seigneur, tout honneur, c'est notre invité du jour, Eric Strulens, qui va pouvoir nous dévoiler son top 3. Vas-y, Eric. Donc voilà, moi après ces fameuses propositions, c'est vrai que mon premier top, ce sera les Lions, après 17 ans, de nouveau se qualifier à un championnat d'Europe. C'est quelque chose de très grand pour un petit pays comme on a. Moi, j'ai réussi à le vivre en 93. Donc ça, c'est mon premier. Le deuxième, c'est Ostende avec Jomain. Enfin donner à un joueur une chance de coacher, donc d'être dans le circuit professionnel. On va toujours chercher des coachs croates, des coachs d'un peu partout. Et je crois qu'on a du potentiel en Belgique. La preuve, Jomain l'a fait. Il est un peu plus dur cette saison, mais il l'a quand même fait. Et en troisième lieu, bien sûr, on va outre-Atlantique. Le back-to-back de DJ, je crois que il a travaillé pour, il a réussi à faire quelque chose que peut-être aucun joueur belge va peut-être réussir à le faire. Et donc, je crois que c'est très important pour nous, pour notre petit pays, la Belgique. C'est vrai que toi, tu avais eu la chance, Eric, quand même, avec Miami, d'être proche de la NBA. À la fois proche, à la fois loin, parce que tu es une des personnes qui peut vraiment mesurer toute la difficulté d'aller dans la grande ligue. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, quand moi, j'étais vraiment, on va dire, au top de ma carrière à Madrid, j'avais 30 ans. C'est là qu'on m'a proposé de partir à Miami, mais bon, j'ai dû faire un choix. Il y a la famille qui compte avec et on sait que c'est pas évident non plus. On sait s'exiler facilement, mais c'est encore un autre rythme de vie. 72 matchs en 8 mois, presque jamais à la maison, c'est pas évident. Donc, Madrid, c'était aussi autant de matchs, mais après les matchs, on est directement chez nous, donc c'est pas que je suis fort famille, mais bon, c'est vrai que c'est mon boulot, on doit s'accoutumer, mais c'est vrai qu'à 30 ans, on prend pas les mêmes décisions que si on reçoit des propositions à 22 ou à 23 ans. Okay. Juste maintenant qu'on en parle, c'est vrai, pour toi, parce que c'est vrai que tu as quand même joué un petit peu, tu as joué à tous les niveaux, tu as gagné à tous les niveaux, tu as gagné en Coupe d'Europe. Tu t'es qualifié avec la Belgique, tu étais les derniers, tu faisais partie de cette génération qui avait réussi. Je me rappelle encore, j'avais au petit folder que je n'ai jamais demandé vos autographes, quand même, trop fier pour tout ça. Mais ça représente quoi
réellement. Parce que bon, moi, j'ai essayé, je me suis donné, mais bon, voilà, mes années avec l'équipe nationale se sont arrêtées. Mais ça représente quoi réellement pour toi, je veux dire, pour un joueur de participer au championnat d'Europe des nations? Mais déjà, c'est un tremplin pour l'Europe. C'est vu par déjà toutes les télévisions européennes. Et je veux dire, le nombre de scouts NBA qui sont dans la salle, et je peux même comparer ça avec la Coupe du Roi en Espagne, sur les 7, 8 000 ou 9 000, 10 000 personnes, tu as toutes les franchises NBA qui sont assis en train de scouter, ils ont une liste et ils doivent vérifier. Et c'est la même chose en championnat d'Europe. Bon, après, je veux dire, on a l'avantage qu'on a maintenant la Belgique, on a quand même des représentants qui sont à l'étranger. On a Didier, on a Thomas, on a Axel, on a Sam, on a Doom Lowers. On espère quand même que cette équipe sera vraiment au complète pour faire ce championnat d'Europe. Donc ça, j'espère que tout le monde... Jonathan Tabou, oui, voilà, j'ai oublié. Je dis, si cette équipe-là peut être au complet avec tous les grands noms qu'on a en Belgique, je crois qu'on peut faire quelque chose de bien et on peut se hisser sur le niveau aussi FIBA, classement FIBA, qui est très important aussi. Mais au-delà du sportif et du talent individuel de chaque joueur, est-ce que c'est pas plus la mentalité qui est revenue au sein de cette équipe nationale? Peut-être qu'on avait perdu pendant quelques années où les joueurs ne jouaient plus forcément pour le maillot. On a l'impression qu'il y a une grosse solidarité dans le vestiaire maintenant. C'est vrai que depuis, on va dire, l'époque Wandel où on s'est qualifié en 93, il y avait toute une alchimie qui s'est mise. Après, ça a été repris. Léon a dit on s'est qualifié. Bon, on arrête. Moi, j'arrête chez Presté. Puis entre-temps, il y a eu pas mal de trucs. Puis c'était l'obligé de jouer avec cette marque-là d'équipementier et puis d'autres que quand on leur dit que les pieds sont nos outils de travail, que c'est pas qu'on fait toute une saison avec une paire de chaussures, une marque de chaussures, qu'on a fait la saison avec une autre marque, c'est pas possible. C'est demander à quelqu'un qui roule toute la saison en BMW de changer, d'aller en Mercedes. Je crois que c'est là. Tu as des goûts de luxe. Voilà. Non, je veux dire, c'est ça. Et je crois que avec l'esprit de... deux chevaux. Non, on va dire Merco. Excuse-nous. Moi, sur la même année, je veux bien utiliser les deux. C'est plus logique comme ça, parce que c'est clair qu'on va pas passer d'une basket en toile à une basket super basket en cuir. Mais quelqu'un c'est l'habitude. Et je veux dire, avec la mentalité... Maintenant, Eric ne dit pas que les basketteurs jouent comme des pieds. Hein. Il a dit que les pieds étaient le outil de travail. Voilà, non. Pas comme des pieds. Et je crois que ça a mis beaucoup trop de temps à comprendre ça. Et je crois que maintenant, avec Jacques Ledur, qui a repris les rênes depuis quelques années, a compris ce système, et Eddie Castells aussi, donc il sait que quand le joueur est bien sur le terrain et en dehors du terrain et il sera très bien sur le terrain. Et je crois que c'est cette mentalité qu'on doit prendre, et la preuve, le résultat est fait qu'on est qualifié après 17 ans d'attente. Ok, Eric a donné son top 3. On pourra revenir dans la seconde moitié, puisque là, 2 fois 15 minutes seront consacrées à ça. On va passer au top 3 de Mr. Duke Chomba. Il va y avoir des inédits là. Ben oui, je dis. Zinedine Zidane Non. Il n'est pas dedans, il n'est pas dans la liste. Ben, on va commencer. Je veux dire, j'ai une astérix. Ok, celle-ci, je la mets directement. Donc, j'ai mon top 3 et j'ai mon. Il essaie déjà de nous. Voilà. Non, top 3. Non, et donc, j'ai. Quel escroc celui-là. Pour moi, c'est celui-là qui. Il faut quand même le mettre en avant. C'est le back-to-back de Didier. Je veux dire, donc ça, ok, là-dessus. Mais c'est l'astérix, il ne fait pas partie de mon top 3. Ok. Ceci étant dit, Didier, tu ne voulais pas tu vois comme il est là. Non, des jokers, des astérix. Non. Il avait peur que Didier le boot, toi, si tu veux, après. Parce que il avait peur que Didier le boot si jamais il n'était pas. Non, il ne voulait pas le mettre dans le top 3. Il s'est dit, bon, t'es diplomate, mon Non, non, tu prends vraiment pas. Tu le mets dedans. On n'a jamais dit qu'il y avait des astérix. C'est toi qui inventes des règles comme ça, du jour au lendemain. Ok, top 3. Ça m'étonne pas qu'il soit passé par Bray, celui-là. Et par Atomaya. Enfin, toi aussi. Et par les Spiro aussi. Yes. Allez, boum, je vais encore sortir des trucs là. Je me rappelle encore les Spiro que j'allais le chercher tous les matins à Ganson et qu'il faisait le trajet avec moi. Quand même. Donc, numéro 3. Jürgen Van Merbeek et ses farces. Parce que là, écoutez, mais je crois que c'est déjà plus large que juste Jürgen Van Merbeek. Je crois que déjà ici, il y a réellement un point qui met en avant le mal du système en lui-même. On choisit un coach de l'année. Mais on le choisit à une période, je veux dire, où le travail n'est pas terminé. Voilà. Donc déjà, il y a déjà une aberration là-dessus.
De un. Mais ça, je crois que déjà, c'est déjà tout système de vote. Permets-moi juste d'intervenir ici. Moi, je crois qu'il y a eu quelqu'un qui méritait 100 fois d'être coach de l'année l'an dernier, c'est Dario Gergia. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été. Il n'a pas Comme reçu Anzulovic le méritait l'année d'avant et ça avait été sans doute, dédicacé. mais je pense qu'encore plus qu'Anzulovic, Gergia le méritait par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, c'était repris dans le top 10, c'est parce que tu évoquais ça et qu'on intervient comme ça un peu de manière libre. Libre. Mais moi, c'est vrai que ça m'avait surpris et j'en profite pour le dire. Je trouve que Gergia devait être 100 fois coach de l'année et qu'il n'a même pas été dans les nominés ou je ne sais pas. Voilà. C'était Anzulovic qui n'était pas dans les nominés l'année précédente. Alors Donc je pense que là, il faut regarder l'aspect basket et pas le copinage ou pas d'autres choses qui n'ont rien à voir finalement avec le basket. Et voilà. Qui sont de l'ordre du Et relationnel. je pense que donc le problème, c'est ça. Il est déjà beaucoup plus large que ça. Alors maintenant, c'est clair que si on donne les clés à un gars tel que Jürgen Van Merbeek, qui, bon, ok, il a fait un super beau boulot avec Pepinster jusqu'à un certain point. Puis, ok, on connaît la suite. Déjà, ça manque, ça va déjà à l'encontre de l'esprit basket. Je veux dire, on peut regarder ça à tous les niveaux. Je veux dire, on va même comparer par exemple avec le foot. Ah ben, on a notre ami qui gagne à l'Inter. Comment il s'appelle? Mourinho. On a notre ami Mourinho qui gagne à l'Inter. Mais il était dans le top 3. il se permet quand même, je veux dire, il reste professionnel jusqu'au bout. Il gagne cette coupe. Après, il part, il fait son foin, il va au Real. Il prend les joueurs qu'il veut, il prend ses joueurs. Mais il reste pro jusqu'au bout. Et moi, j'ai un problème avec ça. C'est qu'il y a cet esprit basket. On parle justement, quand j'écoute le top 3 ici du Stru, qui dit que c'est génial ce qui arrive avec Jomain, que finalement, on met des coachs belges, on leur donne la chance. Mais quand il y a d'autres coachs belges qui ont la chance, ils font quoi pour le basket belge? C'est juste un basket égoïste. Et je sais, une fois de plus, je vais faire pas mal de remue. Pas de problème, c'est 2010, on a dû dealer avec ça toute l'année. Donc ça, moi, j'estime là-dessus, c'est quelque chose vraiment, c'est pas correct, c'est pas l'esprit b-ball, c'est pas l'esprit basket. Et donc, je suis désolé, ça doit rentrer dans mon top 3. De l'autre côté, on va revenir un petit peu plus positif. Numéro 2, Gougou. Je dois quand même mettre en avant mon ami Goethals. Parce que ce qu'il a fait avec les moins de 17, avec les filles moins de 17, se qualifier, terminer 4e au championnat du monde, terminé 3e au championnat d'Europe. Et la seule couverture médiatique qu'il a eue, c'est quoi? Petit encadré, petite colonne là. C'est fou. Je veux dire, pour une fois, on a énormément de talent en Belgique, contrairement à ce qu'on est en train de nous bassiner. On a énormément de talent. Et ces jeunes talents, on voit dans ces équipes nationales jeunes, ils ont des résultats. Et c'est clair que ça maintenant, c'est réellement la cerise sur le gâteau. Et là, c'est vraiment chapeau bas à Daniel, que j'ai eu l'opportunité de connaître depuis très tôt, justement, quand j'avais rencontré le Stru. Et c'est marrant parce que Daniel, l'opinion publique sur un Daniel Goethals, moi, m'a toujours un petit peu mystifié parce que ce gars connaît le basket sur le bout des doigts. Et une fois de plus, avec ça, il vient de prouver, il vient de vraiment montrer que sa connaissance basket, elle est là, elle est au top. Donc, Gougou, chapeau à toi et tes filles, pas de problème pour ça. Mais d'ailleurs, tout le travail, comme tu le dis, tout le travail était d'aller le rechercher dans un top 10 parce que, comme tu l'as souligné, Duke, c'est pratiquement passé inaperçu. Alors que c'est quand même un événement majeur. Numéro 4 au monde. Merci. Basket féminin, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà. Et alors, bien sûr, numéro 1. C'est un petit peu bittersweet, comme on dit en anglais. Parce que, d'une manière ou d'une autre, moi, j'ai pris part à ce système-là très tôt. Mais c'est la qualification des Belges au championnat d'Europe. C'est génial. La qualification des Lions. Je veux dire, pour la nation basket, pour parler cru, j'ai bon. Même si ça me chiffonne un petit peu, je veux dire, parce que moi j'étais dedans, je sais comment certaines choses sont passées et ça m'est quand même resté à travers la gorge. Mais dans l'ensemble, on dit toujours que c'est le résultat final qui compte. Donc à ce niveau-là, merci à vous les gars, merci aux joueurs. Ça c'est quand même impressionnant de la part de joueurs. Vous avez le même numéro 1. Et on voit que les choix dépendent, ça peut être des coups de cœur, des coups de gueule, mais en tout cas, vous vous êtes entendu là-dessus, sur les Lions. Je propose, Benoît, on va faire la pause, puisqu'on a deux parties de 15 minutes. C'est comme ça que c'est prévu pour des questions techniques. On clôture la première partie, et dans la deuxième partie, on évoque le top 3 de Benoît, le mien, et puis on tire les conclusions, les grandes conclusions. On tire dessus.